du fonctionnement de l'organisme est en lien avec le sommeil qui est une fonction vitale extrêmement importante qui s'inscrit dans le génome, c'est-à-dire dans les gènes comme respirer ou encore manger. C'est connu que la majorité de la population a besoin entre 8 et 9 heures de sommeil pour être en bonne santé, mais il y a des personnes chez qui juste 6 heures de sommeil suffisent. Nous en parlons ce soir dans ce nouveau numéro de Check-up. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre magazine de la santé qui aborde ce soir la question du sommeil, notamment de comment réapprendre à dormir pour être en bonne santé. Nous allons recevoir sur ce plateau un spécialiste qui reviendra entre autres sur les différents types de sommeil et surtout les pathologies auxquelles l'on s'expose lorsqu'on ne dort pas convenablement. Mais avant de le recevoir, je vous invite à suivre ce qui constitue le sommaire de votre magazine de la santé. Au sommaire de Check-up cette semaine, 2 interrogations. Comment dormir pour être en bonne santé et comment réapprendre à trouver le sommeil pour éviter des maladies? Dr Jefté Mangelobe, spécialiste du sommeil, répond à cette question dans cette édition. À suivre également l'intervention du professeur Prévost Ndjantou. L'éditorial de cette semaine évoque de la coloscopie. Et au bas de votre magazine de la santé, vous saurez tout sur l'érythème fessier, très fréquent chez les nourrissons. C'est l'objet de la chronique de la sage-femme Laetitia Guidiol. Voilà pour le sommaire. À présent que vous avez le menu de ce soir, recevons notre spécialiste. Il s'agit du docteur Jefté Mangelobe. Il est médecin du sommeil et il a une clinique dans la ville de Douala. Docteur, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Madame Mireille. C'est un plaisir renouvelé. Tout à fait. De me retrouver à vos côtés pour apporter des éclairages sur les troubles du sommeil chez nos compatriotes. Alors, docteur Bangué, vous recevez au quotidien des personnes qui viennent pour des consultations. Dites-nous, quels sont souvent les motifs premiers qu'ils présentent, qui les amènent à venir vers vous? Alors, nous recevons effectivement des malades de plus en plus à mesure que nous sommes connus. Et alors, je pourrais dire que près de 90% de nos malades souffrent de déficit de sommeil. Donc, chaque fois qu'ils viennent vous voir, ils disent, docteur, je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas à dormir. Je ne dors pas bien. Je ne dors pas, je ne trouve pas de sommeil, je ne dors pas. Si je ne prends pas les médicaments, je ne dors pas. Et c'est quand vous posez le diagnostic que vous découvrez les causes, que les causes sont diverses pour chaque patient. Tout à fait. Bon, quand on les prend, on fait une longue investigation parce que ma consultation d'insomnie, ça prend 90 minutes. Parce qu'il faut aller chercher loin pour comprendre pourquoi on ne dort pas. Oui, les causes profondes, parfois éloignées. Pourquoi on ne dort pas? Et c'est très important que le malade sache comment il en est arrivé là. Voilà. Et donc, ils viennent pour insomnie, ce que nous appelons les insomnies. Et parfois, ces insomnies portent sur la durée du sommeil. Parfois aussi, cette insomnie porte davantage sur la qualité du sommeil. Et à ces insomnies, souvent sont associées d'autres comorbidités, c'est-à-dire d'autres maladies du sommeil qui viennent s'ajouter. Lesquelles, par exemple? Les cauchemars. Les cauchemars, Les cauchemars maladies sont parfois associés aux insomnies. Tels que lorsque l'on réussit à redonner au malade son sommeil, ces cauchemars disparaissent d'eux-mêmes. D'accord. Voilà. Donc, on retient que la première cause de consultation chez vous, qui est le spécialiste du sommeil, c'est l'absence du sommeil et qui
a plusieurs causes en fonction du patient. Alors, docteur Mbanga, dites-nous, quels sont les différents types de sommeil? Tout à l'heure, vous avez parlé de qualité et de quantité de sommeil. Quels sont les différents types de sommeil? Alors, la science nous apprend que quand vous dormez, vous passez par différents types de sommeil. Il y a le sommeil de stade 1, de stade 2, et les deux là font ce qu'on appelle le sommeil lent, léger, et puis le stade 3 et même 4 qui constitue le sommeil lent, profond, et puis maintenant le sommeil paradoxal, hein, comme le nom l'indique, c'est un sommeil où le cerveau va à une fréquence élevée, mais où le malade dort profondément et il ne bouge pas. Il a une atonie musculaire tout complète, il ne bouge pas. Et parfois, on peut avoir peur qu'il est peut-être dans un coma ou qu'il est décédé. Oui, tout à fait. Parce qu'il ne bouge pas. Oui. Il est dans un sommeil profond, mais l'activité cérébrale est quasiment proche de celle de l'éveil. C'est pour ça qu'on dit que c'est paradoxal. Alors, ce sont les différents types de sommeil. Oui. Stade 1, stade 2. Oui, le sommeil lent, on peut dire que c'est le sommeil lent léger, lent profond et paradoxal. Voilà. Et on a des personnes qui disent, moi j'ai un sommeil léger, même si je suis profondément endormi, dès qu'il y a un bruit ou quelqu'un me touche, je me réveille. Est-ce que c'est ça vraiment, le sommeil léger? Exact. C'est un sommeil lent léger, c'est un sommeil qui manque de profondeur. Hein. Et donc le malade reste très connecté à son environnement. Il suffit que quelqu'un ouvre la porte, il suffit qu'une voiture passe, qu'un coq chante, que le chien du voisin aboie, il se réveille. C'est un sommeil lent léger. Est-ce que là c'est un trouble du sommeil? Est-ce que c'est une Exact, pathologie? c'est-à-dire que le sommeil lent léger a droit à 50, au maximum 55% du temps de l'endormissement. Et ce que nous constatons sur la plupart de nos malades, c'est que ils vont à 60, 65, 70%, parfois même 80% du temps. Ils sont en sommeil lent léger. Alors que le sommeil lent léger doit être entre 50 et 55%, le sommeil lent profond entre 15 et 20% du temps, et le sommeil paradoxal entre 15 et 25%. Voilà, c'est ça l'architecture du sommeil. Et parfois le problème relève justement de l'architecture du sommeil. C'est-à-dire qu'il a un sommeil qui domine les autres, au-delà du raisonnable. D'accord. Alors, docteur, on sait que pour être en bonne santé, il faut dormir minimum 8 heures et maximum 9 heures de temps. Mais est-ce qu'il y a une durée de sommeil maximale à ne pas franchir ou alors minimale à ne pas franchir? Si oui ou sinon, on est peut-être dans la phase de maladie ou de trouble de sommeil. Voilà. Donc, nous passons globalement un tiers de notre vie à dormir. Un tiers, ça veut dire 8 heures. Donc le sommeil classique, fréquent, c'est entre 6 et 8 heures. Hein? Entre 6 et 8 heures. Alors quand je dis ça, je dis sommeil de jour et de nuit compris. Hein? 6 et 8 heures. Maintenant... Et il faut dire que le sommeil de jour, c'est la sieste. C'est la sieste. Oui. Voilà. La sieste. Et il y a beaucoup de personnes qui ne font pas de sieste. Ça aussi, il faut le dire. Oui, tout à fait. Alors, il n'y a pas de maladie à ne pas faire de sieste. Hein. Le sommeil, c'est fait pour la nuit. Ah, d'accord. Maintenant, si on sieste, c'est pas mauvais non plus, pourvu qu'on n'en sieste pas trop, parce que ça risque de percuter le sommeil de nuit. Okay? Voilà. Bon, alors ce que je voulais dire, c'est que le temps scientifique normal de sommeil, c'est entre 6 et 11 heures. D'accord. C'est-à-dire qu'en deçà de 6, on est dans une privation de sommeil, et au-delà de 11 heures de sommeil par jour, et comme j'ai dit, sommeil de jour et de nuit compris, on est en hypersomnie. Alors on entend souvent des personnes dire « tu es un gros dormeur, tu dors trop ». C'est-à-dire cette personne a dépassé les 11 heures? Alors, il y a ce qu'on appelle la somnolence diurne excessive, c'est-à-dire la personne, le sujet qui dort tout le temps, qui somnole plus, qui somnole tout le temps. Alors, on peut penser que elle est hypersomniaque. Non, il faut l'amener au laboratoire pour mesurer le temps. Si le temps est en deçà de 11 heures et la personne n'est pas hypersomniaque, hein, mais il peut y avoir une somnolence diurne excessive, c'est-à-dire qu'on la surprend tout le temps en train de somnoler. Et là, c'est encore une autre pathologie du sommeil. Hein, mais les causes de la somnolence diurne excessive sont multiples. Hein. Voilà. Donc, somnoler a plusieurs causes. Oui, somnoler a plusieurs causes. On peut somnoler parce qu'on ne dort pas assez la nuit.
On peut somnoler parce qu'on ne dort pas bien. C'est-à-dire, en durée, on dort bien, mais en qualité du sommeil, on ne dort pas bien. En ce moment-là, on a un sommeil compensatoire dans la journée qui s'exprime donc dans une somnolence diurne excessive. OK? Et nous savons mesurer cette somnolence-là. Et on peut aussi somnoler dans la journée parce qu'on ne respire pas bien la nuit. Oh là là, comment ça? Oui. Respirer? Oui. Dans la respiration en lien avec un lien le sommeil, la façon de dormir. Tout à fait. Si on ne respire, on fait des apnées de sommeil. L'un des symptômes, n'est-ce pas, de l'apnée de sommeil, c'est la somnolence diurne excessive. Mais on peut aussi somnoler parce qu'on fait une hypersomnie centrale, c'est-à-dire que les centres de sommeil dysfonctionnent. Et on a tendance à dormir beaucoup. Docteur, moi, il y a des personnes qui disent, moi, chaque fois que 14 heures sonnent, que j'ai mangé ou pas, même si je suis en plein boulot, j'aurais tendance un peu à somnoler. Exact. Et là, comment ça s'explique? C'est une routine, c'est un fait. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Alors, quand on fait la courbe de l'éveil, cette courbe connaît un fléchissement entre 14 et 15 heures. C'est-à-dire entre 14 et 15 heures après le repas de midi. Même pas, il n'y a pas de repas. Même s'il n'y a pas de repas chez certaines personnes, mais très souvent, après le repas, il y a un fléchissement de la vigilance ou de l'éveil. OK? Et donc, c'est tout à fait physiologique que quelqu'un ait une somnolence, même un besoin de dormir, entre 14 et 15 heures. Ça doit tenir entre 15 et 20 à 30 minutes. OK? Dans ces nombres-là, donc c'est quelque chose d'absolument normal. Et si la personne ressent ce besoin de façon importante, elle doit se laisser aller. Elle doit somnoler. Oui, elle doit se laisser aller. Si c'est possible, si professionnellement c'est possible, elle doit prendre sa sieste entre 14 et 15 heures, une sieste qui dure 15-30 minutes au maximum. Alors, docteur, réapprendre à dormir pour rester en bonne santé, c'est notre thème ce soir. Et on a constaté que de nombreuses personnes ne maîtrisent pas leur organisme, ne savent pas à quel moment il faut dormir, ne savent pas si elles sont du matin ou du soir ou si elles sont encore intermédiaires, docteur. Comment faire pour découvrir notre rythmique? Oui, alors nous appelons ça le chronotype. Le chronotype, c'est une tendance, par exemple quand on dit qu'on est chronotype matin, ça veut dire que c'est une personne qui a tendance à s'endormir tôt pour se lever tôt. C'est-à-dire à 20h, 21h, elle dort déjà et puis elle va se réveiller à 4h, 5h du matin. On dit souvent au village, la personne est matinale. Et puis maintenant, il y a le chronotype soir, la personne a tendance à s'endormir tard et à se relever tard. Et cette personne qui a tendance à s'endormir tard pour se relever un peu tard, aura quelques difficultés dans la vie sociale parce que dans la vie sociale, tout commence il faut être au travail à 7h30. Mais docteur, il y a des personnes qui sont quand même à l'intermédiaire. Oui, c'est même idéal. C'est de s'endormir normalement à 22h, 23h et se réveiller à 5h, 6h du matin. C'est ça le chronotype. Mais est-ce que le mode de vie ne peut pas avoir un impact sur notre chronotype? Tendance naturelle, ça signifie que c'est la tendance naturelle. Maintenant, le contexte social peut vous obliger, n'est-ce pas, à prendre d'autres habitudes de sommeil. Par exemple, si vous travaillez dans une usine et qu'il faut être là à 6h du matin, si vous êtes chronotype soir, ça va être très très embarrassant. Parce que vous dormez tard, mais vous voulez aussi vous lever tard, mais on a déjà besoin de vous au lieu de service. Docteur, à quoi s'expose-t-on? Quelles sont les pathologies auxquelles l'on s'expose si on n'a pas un sommeil de bonne qualité ou une bonne quantité de sommeil? Alors, lorsqu'on parle de quantité, c'est la durée. Ouais. Alors, déjà, si on ne dort pas assez en durée et en qualité, la conséquence immédiate, c'est que la qualité de l'éveil est perturbée. Qui dit mauvais sommeil, dit mauvais éveil. C'est pour ça que je vous ai dit que certaines personnes font une somnolence diurne excessive parce qu'elles ne dorment pas assez en quantité ou elles ne dorment pas assez en qualité. Okay? Donc, la conséquence immédiate, c'est la qualité de l'éveil. On a besoin d'un bon éveil pour assumer les tâches quotidiennes, pour gagner sa vie.
Maintenant, le sommeil a beaucoup d'autres aspects. On pourrait par exemple voir que le sommeil détermine nos capacités cognitives. La première des capacités cognitives, c'est la mémoire. Si vous ne dormez pas bien, que ce soit en quantité ou en qualité, votre mémoire va être fuyante, elle va être déficitaire. Si vous ne dormez pas bien, votre capacité de vigilance, d'attention, de concentration, votre capacité d'apprentissage sera perturbée. Un enfant qui ne dort pas bien ne pourra pas être performant à l'école parce que ses capacités cognitives sont altérées du fait de son déficit de sommeil. Maintenant, il y a aussi, le sommeil impacte beaucoup sur l'humeur. Hein? Quelqu'un qui ne dort pas bien va être de mauvaise humeur, va être... voilà. Maintenant, ça peut même arriver à des troubles proprement dits de l'humeur. Hein? L'anxiété, la dépression et même, si on passe beaucoup de temps sans dormir, on peut développer des troubles psychotiques, c'est-à-dire psychiatriques. Hein? On peut développer ce que nous appelons des bouffées délirantes ou des agitations psychomotrices, hein, ce que les psychiatres appellent comme ça. Est-ce qu'on peut développer une hypertension, docteur? Absolument. Alors, le sommeil va aussi impacter le système nerveux autonome. Oui. Hein? Donc, l'hypertension, la tension artérielle, l'un des éléments, le pouls. Donc, on peut devenir hypertendu parce que dans la durée, on est en privation de sommeil, on ne dort pas assez. D'ailleurs, nous constatons, et je suis d'ailleurs en train de faire une étude dessus, que dès que nous redonnons le sommeil à nos malades, leur tension artérielle baisse. Okay? Même si elle était normale, elle baisse. La tendance est vraiment baissière, c'est clair. Donc ça veut dire que les personnes hypertendues, si elles ont une bonne qualité de sommeil et une bonne quantité, elles peuvent se débarrasser de cette hypertension-là. Exact. C'est pour ça que... On demande de bien dormir. Tout à fait. Il faut bien dormir et il faut d'ailleurs rappeler à nos amis les cardiologues que quand ils découvrent une nouvelle hypertension chez un malade, il faut regarder du côté du sommeil. Parce que beaucoup sont hypertendus parce qu'ils ne dorment pas assez, ils ne dorment pas bien, vous comprenez? Et parfois, ils dorment bien, mais ils font des apnées de sommeil. Alors, docteur, dites-nous, est-ce que l'irrégularité en ce qui concerne les heures de coucher, les heures de réveil, peuvent créer des troubles du sommeil ou peuvent entraîner des cauchemars? Je prends un exemple, je précise, c'est-à-dire... Hier, j'ai dormi à 23 h, je me suis réveillée à 6 h. Aujourd'hui, je me couche à 19 h, je me réveille à 8 h. Demain, en fait, chaque jour, je n'ai pas une heure de coucher fixe, je n'ai pas une heure de réveil fixe. Est-ce que cette irrégularité-là, en termes d'heures de coucher, d'heures de réveil, peut avoir des répercussions sur ma santé? Parfaitement. Comment? Alors, déjà, c'est bien de poser cette question parce que beaucoup de Camerounais ont ces heures irrégulières de coucher et de lever. Et cela crée des troubles du sommeil parce que le cerveau se perd dans tout ça. Parce que vous savez, c'est le cerveau qui dort. Et il faut donner au cerveau une cadence. Telle que quand cette heure arrive, le cerveau sait que l'heure de sommeil est là. Voilà. Donc, et le cerveau vous rappelle que c'est l'heure de dormir, c'est l'heure de dormir. Il faut aller dormir parce que vous avez créé une cadence. Vous savez, comme on dit, l'habitude est une seconde nature. Donc, il faut cadencer le sommeil. Les heures de coucher et de lever doivent être régulières. Ça fait partie des prescriptions majeures que je fais à mes malades insomniaques lorsque je leur fais l'hygiène de sommeil. Parce qu'il ne suffit pas de donner un médicament. Il faut prendre du temps pour apprendre aux malades l'hygiène de sommeil, toutes les règles, les choses à faire et à ne pas faire, n'est-ce pas, pour préserver son sommeil. Okay? Il ne suffit pas de donner les médicaments. Donc, le fait d'avoir des heures erratiques d'aller au lit et de se lever est un facteur de trouble du sommeil, en particulier d'insomnie. Alors, docteur, nous allons interrompre notre entretien pour quelques minutes, le temps pour nous d'aller suivre ce reportage réalisé par Elisabeth Mwaoum et Marius Kossou. Effectivement, parce que j'en souffre déjà. C'est avec un sourire aux lèvres que Thomas, quinquagénaire, nous confie avoir des troubles de sommeil depuis des années. C'est dû à la situation économique que nous traversons. Le sous-emploi et le chômage
Eh bien, la situation, l'inflation, hein, ce n'est pas facile. Et aussi, des maladies liées vraiment à tout cela. À force de réfléchir, on tombe malade. Au-delà d'accepter ce dysfonctionnement de son organisme, il dit avoir modifié son alimentation et adopté une nouvelle hygiène de vie. J'essaye tout simplement de me reposer davantage, essayer de revoir ne serait-ce que mes moments de nutrition, discuter moins. Avant, je visionnais beaucoup, mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Je prends beaucoup de temps pour me reposer. C'est vrai aussi que ce n'est pas une solution, parce qu'en se reposant, on n'est pas toujours en train de pallier à ce mal. Cigarettes, caféine, cola, ajoutés au quotidien stressant, il y a de quoi affecter la quantité et la qualité de sommeil. Déjà, je dors très tard et je me lève très tôt. 5 heures de temps pour la nuit. Ça, c'est pour la nuit, mais les siestes en journée, c'est autour de 30 minutes. Dans les 5 heures où j'ai eu à me reposer, ça me donne largement le temps pour assumer une journée complète de travail. Puisqu'on a des programmes réfléchis, on peut se réveiller, on commence à réfléchir, on coupe le sommeil. Mais ce qui n'est pas bien, mais c'est la vie, on fait comme ça. Je peux dormir à 22 h, je me lève à 4 h. Il peut aussi arriver que je dorme très tôt si j'ai un programme chargé pendant la journée. Mais généralement, c'est entre 5 et 8 heures. Ça dépend de mon planning et de mon emploi du temps. Il arrive parfois que je travaille un peu tard ou que j'ai des choses à faire un peu tard. Je suis parfois obligé d'être réveillé jusqu'à une certaine heure. Que les week-ends, particulièrement les samedis, je prends la peine de me poser beaucoup plus, passer plus de temps à la maison et le dimanche, un peu d'exercice. C'est comme ça que j'essaie de rattraper le coup. Manipuler son téléphone, regarder la télévision ou le plafond de sa chambre pour trouver le sommeil, tout le monde, ou presque, est déjà passé par là. Une douche froide, de la lecture et de la méditation dès les premiers signes du sommeil, voici quelques techniques recommandées par les spécialistes du sommeil pour vaincre l'insomnie. Voilà, retour sur ce plateau. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le programme c'est Check-up et nous sommes dans la première partie. Nous nous entretenons avec un médecin du sommeil pour parler de comment réapprendre à dormir pour rester en bonne santé, parce qu'on s'est rendu compte que de nombreuses personnes, à travers un mode de vie adopté, ont développé des habitudes qui ont changé leur rythme de sommeil et aujourd'hui ont des difficultés à être en bonne santé, à bien dormir et développent des maladies. Alors, docteur, rêver pendant son sommeil est la preuve que le sommeil est perturbé ou que l'on ne dort pas bien? Non, les rêves font partie intégrante du sommeil. D'ailleurs, il n'y a pas de sommeil sans rêve, hein, contrairement à ce que les malades me disent souvent, je ne rêve pas. Oui. Il n'y a pas de sommeil sans rêve. Dès que vous vous endormez, il y a toujours une activité mentale dans un sommeil. Hein. Il y en a toujours. Maintenant, on peut se souvenir d'un rêve comme on peut ne pas se souvenir. Nous nous acheminons déjà vers la fin de cet entretien, docteur Mbangué. Mais pour terminer, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs? Ce que je peux dire aux gens, et ça c'est pas scientifique, c'est une sagesse, c'est d'aimer son sommeil, de le préserver et de le chérir. Très bien. Ok? Parce que très souvent, les gens qui viennent en consultation parce qu'ils ont des insomnies, ces personnes-là, quand on fouille dans leur vie, et ça nous prend du temps, on fouille, on trouve que soit elles ont beaucoup travaillé aux heures de sommeil, hein, il y a des gens qui se lèvent très tôt pour aller aux activités et ça finit par détruire la dernière partie du sommeil. Ou des gens qui dorment très tard, vous avez parlé de DJ dans les boîtes de nuit, dans les snacks. DJ, voilà. DJ, voilà. Ce sont des gens qui, pour gagner leur vie, finissent par détruire leur sommeil, à désynchroniser, ça c'est le thème scientifique, leur horloge endogène du sommeil. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut connaître la valeur du sommeil. Le sommeil, ce n'est pas pour les paresseux, c'est pour tout le monde. Okay. Merci d'être venu sur notre plateau, docteur Mbangué Lobé. C'est à moi de vous remercier. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Le programme c'est Check-up. Nous entamons la deuxième partie qui est consacrée aux chroniques. Commençons avec celle du professeur Prévost Ndjantou. Il est médecin spécialiste
gastro-entérologue et pathologie au CHU Sainte-Justine de Montréal au Canada. Il est également clinicien, chercheur et professeur agrégé à l'Université de Montréal. Et ce soir, il va poursuivre avec le thème entamé la semaine dernière, à savoir la coloscopie. Cet examen qui est prescrit pour diagnostiquer plusieurs pathologies. Vous saurez tout sur la coloscopie. Écoutons-le. Quels sont les risques ou les complications possibles d'une coloscopie? Là aussi, c'est une question que se posent souvent les patients. Il faut savoir que c'est une procédure qui est quand même assez sécuritaire. Et en dit cela, il faut savoir qu'il existe deux types de complications, en particulier le risque de saignement, surtout lorsque les coloscopies sont faites à visée thérapeutique, comme le retrait d'un polype, le retrait d'un cancer, ou lorsqu'il y a déjà des saignements au préalable, quelqu'un qui a une malformation vasculaire qu'on va aller traiter. Donc ça, c'est un premier risque qui est aussi un risque assez rare. Et le deuxième risque, c'est ce qu'on appelle une perforation, c'est-à-dire qu'il y a un petit trou dans le côlon qui va alors donner comme complication des problèmes d'infection. Mais cette complication est extrêmement rare. Dans la plupart du temps, ces coloscopies se déroulent bien, on ne voit pas cette perforation. C'est important de savoir que l'examen par la coloscopie à visée diagnostique est habituellement très rapide. Pour partir de l'anus vers le fond du côlon qu'on appelle le cæcum, la fin de l'intestin grêle qu'on appelle iléon, pour faire ce chemin, ça peut prendre 3 à 5 minutes. Par contre, pour le retrait, surtout lorsqu'on suspecte des polypes, on fait le dépistage de cancer colorectal, habituellement, on prend son temps pour pas retirer en moins de 8 minutes pour permettre de bien visualiser. Donc, sachant qu'il y a le temps de vous installer, vous mettre les capteurs, on dit aux patients, comptez environ 30 minutes, 45 minutes pour une procédure. Dois-je arrêter certains médicaments avant une coloscopie? Une question qui revient également très souvent. La réponse, c'est ça dépend de quel médicament. Il y a certains médicaments qui universellement sont quand même bien reconnus, qu'il faut les arrêter quelques jours avant, comme le fer. Que le fer, c'est un médicament, lorsqu'on le prend, il est noir. Et donc, parfois, on va retrouver les selles qui sont noires en lien avec ce fer qu'on prend. Et si on n'arrête pas, lorsqu'on fait la coloscopie, on peut voir des dépôts de fer encore présents qui gênent l'analyse de la muqueuse. Que se passe-t-il si on trouve quelque chose d'anormal lors de la coloscopie? Donc là, c'est important, lorsque le médecin part faire l'examen, on avise le patient, parfait, signer un consentement sur l'examen. Si on part, par exemple, faire un examen à visée diagnostique, on va faire des biopsies. Par exemple, quelqu'un à qui on suspecte une maladie inflammatoire de l'intestin, on va partir d'emblée avec l'idée de faire des biopsies, des petits prélèvements. Si on a une suspicion de polype, on va aviser le patient qu'en cas de visualisation d'un polype, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on l'enlève? On a des systèmes de lasso qui permettent d'entourer le cou du polype pour enlever. Je pourrais faire une vidéo à ce sujet à l'occasion. Et si on trouve des corps étrangers, on le retire. Donc, il y a toujours un dialogue, une conversation avant l'examen sur ce qu'on anticipe et qu'est-ce qu'on va faire devant les trouvailles. Puis-je manger normalement après une coloscopie? La réponse est oui, la plupart du temps. Si la coloscopie se déroule bien, 15-20 minutes après l'examen, dès que vous êtes bien réveillé, vous avez la possibilité de commencer à manger, donc vous pouvez reprendre une alimentation normale. Est-ce que la coloscopie peut être remplacée par un autre type d'examen? On entend souvent parler de la coloscopie virtuelle ou de la vidéocapsule. Il est certain que dans quelques cas, notamment pour le dépistage de cancer du côlon, la coloscopie virtuelle pourrait être intéressante, mais ça ne remplace pas vraiment la coloscopie qui a cet avantage non seulement de pouvoir visualiser, mais aussi nous donne la possibilité de faire des prélèvements. Voilà, nous espérons que vous êtes mieux informés sur la question de la coloscopie grâce à notre spécialiste, le professeur Prévost Ndjantou. Retrouvons à présent notre sage-femme Laetitia Nguidjol dans la rubrique Au cœur des maternités qui, ce soir, aborde la question de l'érythème fessier, appelé communément les fesses rouges. Comment
se manifeste cette maladie? Qu'est-ce qui peut la provoquer? Et surtout, comment on vient à bout de l'érythème fessier? Écoutons-la. Bonsoir Mireille et un bonsoir particulier à tous les abonnés de l'émission Check-up Santé. Aujourd'hui, nous allons parler de l'érythème fessier. Alors, c'est une irritation cutanée qui se manifeste par des rougeurs ou alors par des lésions sur la peau des fesses ou au bas-ventre, généralement chez le nourrisson ou chez le jeune enfant. Ces éruptions peuvent être causées par une humidité excessive. C'est le cas des enfants qui restent à longueur de journée avec des couches souillées, soit d'urine, souillées, soit de sel. Comme cause, nous pouvons également avoir les frottements. Nous pouvons encore avoir des réactions allergiques aux produits chimiques qui sont le plus souvent présents dans les couches ou sur les lingettes. Nous pouvons aussi avoir comme dernière cause les infections fongiques. Donc, qu'est-ce qu'il faut donc faire pour éviter ces lésions, pour éviter ces éruptions cutanées? De prime abord, nous devons constamment changer la couche de notre bébé. Lorsque celui-ci fait popo ou alors lorsqu'il urine, avant de mettre une prochaine couche, nous devons nettoyer ses fesses à l'aide d'un gant mouillé ou alors on privilégie les lingettes non parfumées. Ensuite, on laisse ses fesses sécher à l'air libre. Il faut que l'endroit soit propre et sec. Et après, on peut avoir recours à une crème protectrice. Tout dépend de la maman. Mais ce que moi, je conseille aux femmes, à mes femmes le plus souvent, c'est d'utiliser le manyanga. Le manyanga, je sais que tout le monde connaît ce que c'est que le manyanga. Il existe le manyanga noir et le manyanga blanc. Donc, peu importe la couleur du manyanga que vous aurez choisi, mais c'est très bien pour la peau de notre bébé. Vous pouvez également oindre cet enfant avec ce manyanga-là. C'est ce que je conseille le plus souvent à toutes mes femmes. Donc, cette crème a pour rôle joue un rôle de barrière et aussi atténue les frottements, évite qu'il y ait frottement. Après que vous ayez oint la crème protectrice, vous pouvez ensuite porter la couche de bébé. Maintenant, si malgré tous ces soins, si malgré toute cette attention, les éruptions cutanées font surface, ce que je vous conseille, c'est d'aller faire consulter. Il faut également éviter le port des vêtements trop serrés. Éviter de mettre à notre bébé les vêtements trop serrés. Donc, ce que je conseille, donc, c'est d'aller se faire consulter si on fait face aux éruptions cutanées, soit chez un médecin généraliste ou alors chez un pédiatre. Tout dépend de la localité dans laquelle vous vous trouvez, parce qu'il y a des localités où on n'a pas de pédiatre, surtout pour celles qui sont dans les villages. Là-bas, c'est facile de voir un médecin généraliste. Donc, vous pouvez le consulter parce que, rappelons-nous, les causes ne sont pas que... parmi les causes, on a cité également les infections fongiques. Et ce n'est qu'à l'hôpital qu'on peut déceler ces infections et les prendre en charge également. Donc, une fois de plus, je vous dis merci pour cette écoute attentive et on se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette autre édition de Check-up, votre magazine de la santé, qui ce soir abordait en première partie la question du sommeil, comment réapprendre à dormir pour être en bonne santé. Et dans les chroniques, vous avez écouté nos différents spécialistes sur la question de la coloscopie et de l'érythème fessier. Si vous avez d'autres